Donc bonjour à tous, merci Monsieur Carsanti. Donc nous, on voulait que vous nous présentiez, déjà ça a été déjà un peu entamé par Anne-Sophie Lapointe, mais comme on disait tout à l'heure, vous êtes directeur d'innovation et de la recherche à Paris Nord et le référent ville-hôpital, et vous êtes aussi au sein de la plateforme d'expertise maladies rares de Paris Nord. Donc est-ce que vous pourriez nous présenter un peu plus précisément ce à quoi correspond une plateforme et comment ça fonctionne? Très bien, merci beaucoup. Alors effectivement, en quelques mots, une plateforme d'expertise, qu'est-ce que c'est? On parlait tout à l'heure de famille maladies rares. C'est une façon de regrouper la famille maladies rares. C'est une sorte d'agence de rencontre, on pourrait dire peut-être, entre les différents acteurs qui gravitent autour des maladies rares. Concrètement, sur celle de Paris Nord, qui vous est présentée là, on regroupe 9 hôpitaux sur le nord de Paris, avec du coup de nombreux centres de référence, 4 filières maladies rares. Donc on a des centres de référence, des centres de compétences, on a des ERN également. L'idée, c'est de fédérer en fait tous ces acteurs et toutes les associations de patients aussi qui travaillent avec ces centres, qui gravitent autour. Donc la plateforme, c'est d'abord ça. Et ça permet de créer du lien entre ces différents acteurs. On a une gouvernance qui est médicalisée, avec une pédiatre et un médecin adulte qui participe au pilotage de la plateforme, et puis une chef de projet, Marine Eskenazi, qui est dans la salle, qui est un peu la cheville ouvrière de cette plateforme et qui la fait vivre au quotidien. Les objectifs, c'est de travailler sur la diminution de l'errance diagnostique, d'améliorer les parcours de soins, de soutenir l'innovation, l'enseignement et la recherche. Une fois qu'on a dit ça, je dirais qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'on ne fait pas nous-mêmes. En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'accompagner des initiatives qui sont souvent portées par d'autres acteurs beaucoup plus compétents que nous pour porter les actions. Mais on essaye... Alors, pardon. On essaye de créer ces liens entre ces acteurs, toujours, en organisant notamment des webinaires, par exemple, des journées annuelles qui permettent de travailler sur des thématiques, de faire se rencontrer à la fois des docteurs, des patients, différentes structures support aussi. Donc, voilà quelques exemples que vous voyez là. Et pour conclure, si la diapo veut bien passer, voilà. On a pu aussi parfois avoir quelques sous qui nous restaient, et comme il faut les dépenser, comme disait Anne-Sophie Lapointe tout à l'heure, on a pu faire des petits appels à projets internes, et ce qui permet en fait là encore de faire travailler des gens ensemble, et spécifiquement par exemple sur le volet transition, on a pu soutenir un projet qui était porté par la plateforme Advenir sur la transition qu'on évoquait encore tout à l'heure, qui a permis d'organiser des journées sur la transition dans les maladies rares, de former des professionnels sur cette thématique spécifiquement. Et on a fait ça en 2022 et ça a pu fonctionner sur 2 années, 2 cycles de formation 2022-2023. Et en 2025, on a relancé encore un appel à projet. Et là, on a eu d'autres propositions encore avec un service, un centre maladies rares qui organise une journée sur la transition, ou un autre encore qui a travaillé sur un carnet de santé maladies rares, avec, c'est un peu l'idée du petit dossier dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc ça permet en fait de soutenir des initiatives qui sont portées aussi par d'autres services spécialistes. Voilà. Merci beaucoup. Nous, on se posait la question avec Célia, quand on a construit la table ronde, de savoir est-ce que vous aviez au sein de votre plateforme une stratégie pour développer le lien ville-hôpital justement au moment du transfert? Alors, déjà, en fait, on fait partie de l'AP-HP. Au niveau de l'AP-HP, il y a une stratégie ville-hôpital générale qui
qui est porté par le siège de la PHP et décliné dans les différents groupes hospitaliers, avec comme principaux axes, en fait, déjà de créer des interfaces entre la ville et l'hôpital, beaucoup via des outils. Donc il y a des outils qui ont des noms comme Direct APHP, Aloe, qui sont des outils censés justement faciliter ce lien et la communication, le transfert d'informations dans les deux sens. Des outils qui doivent permettre en fait justement aux médecins de ville par exemple de pouvoir accéder plus facilement, plus rapidement à un avis seniorisé. Voilà, ça c'est valable du coup pas que dans les maladies rares, mais c'est censé englober tout. Et il y a une stratégie à PHP de travailler de plus en plus avec toutes les structures qui se sont mises en place sur nos territoires, donc les CPTS, dont on reparle après, je crois, les DAC, différentes structures comme ça. La PHP est en lien, je crois, avec 45 CPTS sur le territoire globalement. Après, plus spécifiquement sur les maladies rares et au niveau de la plateforme, est-ce qu'on a une stratégie aujourd'hui structurée sur la transition ville-hôpital ? Non, je ne peux pas dire qu'on est aujourd'hui là quelque chose de totalement structuré. Ce qu'on fait, encore une fois, c'est plutôt d'accompagner des initiatives qui existent et qui partent du terrain. On est plutôt dans une logique bottom-up que top-down, en fait, où on s'appuie sur ce que les uns et les autres ont pu faire. On essaye de mettre ça en valeur. On essaye de s'appuyer sur aussi les structures supports qui maîtrisent bien en fait ces sujets. Donc la plateforme Advenir qu'on a déjà citée, elle fait partie de la gouvernance élargie de la plateforme. De même que les UTEP, qui sont les unités transversales d'éducation thérapeutique du patient, qui font également partie de notre gouvernance. Et avec ces structures-là, on essaye de les accompagner quand elles ont des projets. Après, on fait du coup de la communication spécifiquement. On a une page internet sur la transition dans les maladies rares spécifiquement. On a fait des webinaires aussi et j'avais donné des exemples des appels à projets internes. Après, on sait que là, aujourd'hui, on doit aller plus loin. On a posé, je dirais, des fondations avec justement ce réseau d'acteurs. On a déjà rencontré toutes les CPTS et les DAC de nos territoires, mais pour l'instant, on n'a pas encore construit ensemble. Et ça, pour nous, c'est la prochaine étape, on espère. Mais on a, je pense, posé les bases pour bien faire pour la suite. Donc les leviers que vous avez identifiés, là je pense que vous avez déjà commencé à les citer, ce sont tous ces acteurs, les CPTS, les DAC. Est-ce que vous avez identifié d'autres leviers à part ceux déjà évoqués ? Alors oui, effectivement, j'ai déjà évoqué ces premiers leviers. Rapprocher les acteurs, c'est quand même la première démarche. Et ça, on a commencé à le faire. On a essayé de se rencontrer, de se connaître. On a aussi entendu beaucoup de choses en rencontrant les acteurs qui se recoupent un petit peu des choses qu'on a entendues tout à l'heure. La difficulté pour les médecins généralistes d'avoir le manque de temps, le besoin d'avoir des informations concises, précises, etc. La difficulté parfois à avoir des interlocuteurs identifiés et de pouvoir les contacter facilement. Donc tout ça, ça nous donne un peu le parcours en fait à construire, le chemin à faire. On a comme point d'appui ces structures qu'on a citées, les CPTS, les DAC. J'ajouterais aussi, Madame est intervenue tout à l'heure, on a des réseaux comme le RESRIP qui sont des réseaux actifs ou des associations de patients qui sont impliqués, sur lesquels on peut aussi s'appuyer et construire des choses. On souhaite continuer à valoriser, à rendre visibles les initiatives qui marchent pour voir après si on peut les dupliquer. Et les outils dont je parlais tout à l'heure, Direct APHP, Aloe, etc., on essaye là de voir si, avec l'appui du siège et d'Aurélie Ben-Simon, que j'ai aussi vu, si on peut utiliser ces outils dans le champ des maladies rares spécifiquement, de développer l'usage.
Moi, il y a peut-être un point qui n'a pas trop été encore évoqué. À l'échelle locale de la plateforme, on a vu que les appels à projets en fait internes, nous, ça a créé toujours des dynamiques pour rapprocher des acteurs, finalement autour d'un projet concret où des acteurs se mettent d'accord pour faire un projet. Moi, je crois beaucoup à cette approche. Alors, de temps en temps, on a les sous, un peu de sous pour le faire localement. On n'en a pas toujours assez localement pour le faire. Ça, c'est quand même quelque chose qui peut aussi se faire avec le soutien de la DGOS, mais peut-être aussi des ARS ou des DAC ou d'autres acteurs pour se mettre d'accord. Voilà, on veut construire un programme de formation utile à plein de gens et pouvoir le répandre. Et ben, ça peut se faire, je pense, aussi par ce biais. Et je pense que les plateformes pourront accompagner et aider si on a ce type d'initiative. Merci beaucoup. Donc pour faire le lien et la transition justement, on va continuer avec Madame, je peux vous donner mon micro s'il vous plaît, si vous voulez, Isabelle Baldisser. Ça marche pas, il faut l'activer. Ça marche ? Oui. Donc merci. Vous êtes coordinatrice de la CPTS de la Bièvre. Donc tout d'abord, moi il y a quelques mois je ne savais pas ce qu'était une CPTS et je pense que peu de personnes savent aujourd'hui ce qu'est une CPTS. Donc est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est et quel est son rôle dans la ville ? Bonjour, donc je m'appelle Isabelle Baldisser, je suis coordinatrice de CPTS, donc la CPTS dans le Val-de-Marne Ouest, qui s'appelle la CPTS de la Bièvre sur 5 communes, Cachan, Chevilly, Fresnes, Rungis, L'Haÿ-les-Roses, mais je suis également coordinatrice de maisons de santé. Et donc j'ai aussi accompagné la création de CPTS et de maisons de santé. Donc vous me connaissez, moi je ne vous connais pas. Je voulais savoir si vous pouviez lever la main, qui sait ce qu'est une CPTS ? Ok, bon. Il y a quand même une partie qui ne connaît pas. Un DAC, vous savez ce que c'est ? Ok. Une MSP ? Bon, ok. En fait, je vais vous présenter un petit schéma. Ça va vous permettre de mieux comprendre peut-être comment se réorganise la santé au niveau de nos territoires, la santé en ville. Donc il faut que je passe, c'est ça, vert. Le bouton vert. Ah oui, le gros bouton vert, voilà. Alors, voilà ce schéma. C'est la seule slide que je vous ai préparée. Vous voyez, ce sont des cercles avec 3 niveaux. Qui représente la coordination en santé. Donc pas toutes les coordinations, mais en tout cas celles qui s'étagent au niveau entre le niveau national et ensuite le niveau très local jusqu'au médecin traitant, qui est pour moi, donc je ne sais pas, il y avait tout à l'heure une personne qui a parlé du rôle du médecin traitant, en tout cas pour nous, qui représente un rôle pivot, évidemment, dans la coordination du patient, du parcours du patient, et dans ce colloque singulier, tout ce qui peut se passer et qui ensuite doit être mis en relation avec les autres niveaux. Donc on a le niveau macro, donc c'est Madame qui s'occupe de la régulation avec l'État, les ARS, la Caisse nationale d'assurance maladie aussi qui joue son rôle, les agences de santé. On a ensuite un niveau qu'on appelle méso et qui est ce niveau est un niveau qui permet la coordination territoriale des parcours de santé. Donc c'est à ce niveau-là que se situent les CPTS et les DAC, les réseaux de santé. Vous, au niveau de l'hôpital, à la fois il y a les GHT et les filières qui se situent à ce niveau méso, intermédiaire. Et on a également les hôpitaux. Alors les hôpitaux, je les ai mis au niveau méso, mais l'hôpital, quand on l'entend comme un lieu où il y a du soin pour le patient, est intermédiaire, on va dire, entre le méso et le macro et le micro, comme peuvent l'être les maisons de santé.
Donc la CPTS, là-dedans, c'est quoi? C'est en fait une nouvelle organisation qui a été mise en place, qui, à mon sens, était un chaînon manquant dans cette coordination en santé et qui permet de réunir les professionnels de santé de ville et du médico-social en lien avec les professionnels hospitaliers. Ils sont pas. Alors, les CPTS ont été. Enfin, c'est dans la loi. Hein, elles sont à la main entre guillemets des professionnels de santé libéraux. Mais évidemment, leur objectif est de travailler en lien avec l'hôpital, en particulier sur cette notion de parcours de santé. Et l'idée, c'est de fluidifier évidemment ces parcours de santé en mettant en place différents instruments, et je vous en parlerai après, parce que finalement, je me rends compte que les maladies rares, vous n'êtes pas une rareté. En tout cas, dans la coordination des parcours, les mêmes questions se posent sur l'ensemble des autres parcours. Alors, effectivement, les CPTS travaillent plus particulièrement sur les parcours pour les personnes âgées, sur les parcours en santé mentale, sur l'insuffisance cardiaque. Vous voyez, toutes ces thématiques qui impliquent des hospitalisations souvent itératives et qui peuvent poser un problème. Donc, notre mission est vraiment de travailler ce lien avec les hôpitaux pour fluidifier ces parcours. On a une autre mission qui est importante, c'est celle de l'accès aux soins. Donc, vous savez qu'on est en pénurie de médecins traitants, et donc l'idée pour les CPTS, et ça c'est inscrit, toutes les CPTS ont cette mission-là, c'est de faciliter l'accès à un médecin traitant. Alors évidemment, on ne peut pas trouver un médecin traitant à tout le monde, compte tenu de la démographie médicale, mais ce à quoi on s'attache, en tout cas nous dans notre CPTS, c'est de trouver un médecin traitant pour tous les patients qui sont en ALD, avec une maladie chronique, qui sont en difficulté dans leur parcours de santé. C'est ceux-là qui sont vraiment prioritaires, et c'est ceux-là qu'on accompagne vers un médecin traitant. Donc vous verrez que c'est aussi une mission importante à laquelle on pourra faire appel dans le parcours de vos patients pour les orienter vers un médecin traitant quand ils n'en ont pas. Et je pense et l'étude de tout à l'heure qui nous a été présentée le montre bien. Et là aussi, j'ai à peu près fait la même étude concernant les personnes âgées. On est à peu près, c'est même pire chez les personnes âgées. En tout cas, moi j'ai travaillé avec l'UGA Paul Brousse, l'unité de gériatrie aiguë. Quand on a commencé à se pencher sur les patients et savoir s'ils avaient un médecin traitant et repérer le médecin traitant, on s'est rendu compte que 30% de ces patients âgés, vulnérables, donc qui étaient en unité de gériatrie aiguë, n'avaient pas de médecin traitant. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est pas rare, ne pas avoir de médecin traitant, mais c'est évidemment extrêmement compliqué quand il s'agit de patients avec ce type de pathologie. Donc je disais, l'autre mission de la CPTS, c'est de favoriser l'accès à un médecin traitant, et également de travailler sur les soins non programmés, ce qu'on appelle les soins non programmés, mais ça, je le laisse un peu de côté, ça rentre moins dans notre sujet d'aujourd'hui. Les DAC, donc les dispositifs d'appui à la coordination, sont également des objets récents dans la coordination. Ils sont issus, ces DAC, ces dispositifs d'appui à la coordination, sont issus des réseaux de santé. Donc, là aussi, on avait des réseaux, donc un réseau diabète, un réseau onco, un réseau diabéto, un réseau, etc., etc. Donc là aussi, les patients étaient découpés par pathologie. Et donc récemment, ils ont décidé de faire en sorte que ces réseaux soient regroupés et s'occupent de patients en situation complexe. Donc en fait, les DAC sont des dispositifs qui permettent à la ville et
un petit peu maintenant à l'hôpital parce qu'on essaye d'aller vers ça, de faire appel à eux pour nos patients qui sont en situation complexe. Donc, qu'est-ce que la complexité? On ne sait pas trop la définir. En tout cas, c'est quand le professionnel est en difficulté pour accompagner son patient. Et donc, c'est souvent des difficultés médico-sociales. Donc, c'est difficile de la qualifier, la complexité. En tout cas, c'est souvent en lien avec le ressenti du professionnel. Et donc là, on peut faire appel à ce dispositif qui met en place des accompagnements, un suivi pour ces patients. Donc, pour les patients âgés, c'est accompagner pour aménager le domicile, etc., etc. Et la MSP, donc dans ça, la maison de santé pluriprofessionnelle, donc elle se situe au niveau micro, mais là aussi, elle est peut-être à cheval entre le niveau micro et le niveau méso. On n'est pas encore arrivé à la notion d'équipe soignante. Vous savez, ça existe toujours pas. On est sur toujours la notion de médecin traitant. Le réseau des maisons de santé, je sais qu'il milite pour qu'ils deviennent équipe soignante et que l'ensemble de l'équipe qui travaille dans ces maisons de santé soit tous au même niveau dans la prise en charge de ces patients. Et donc là, on est sur la coordination de soins de proximité avec ce que je vous disais, le rôle pivot du médecin traitant qui reste la personne qui est censée coordonner les soins d'un patient. Vous, en tant que... Donc là, je me posais la question de la distinction entre les différentes structures, mais vous avez assez bien répondu. Non, parfaitement répondu. Non, je peux trop préciser, si vous voulez. Non, c'est très bien. Moi, je voulais savoir, en tant que CPTS, vous, est-ce que vous aviez un lien direct à l'hôpital? Est-ce que vous avez réussi à identifier un espèce de référent à l'hôpital, une porte d'entrée en tant que CPTS? Oui, alors, le lien ville-hôpital, c'est l'ADN des CPTS. Enfin, en tout cas, de ma CPTS, et j'espère que c'est l'ADN de toutes les CPTS. Les CPTS sont assez récentes. Elles ont été créées par la loi de modernisation de notre système de santé de 2016. Elles sont financées par l'assurance maladie depuis 2019. Ma CPTS, on est sur notre 4e année. Et donc, en fait, on s'est rendu compte, quel que soit le parcours qu'on travaille, le lien ville-hôpital est essentiel, évidemment, et c'est toujours les mêmes problématiques qui se posent. C'est-à-dire que, et vous l'avez tous évoqué tout à l'heure, donc je reprends, c'est identifier le médecin traitant. Donc ça, c'est un travail, nous, qu'on demande dans les services maintenant à ce qu'il soit fait de manière systématique. C'est-à-dire que dans Orbis, par exemple, pour parler du logiciel de la PHP, quand le médecin traitant est renseigné, il est renseigné. Et puis si ça change, ça change pas. Enfin, si personne ne dit que ça a changé, ça va pas changer. Donc évidemment, le logiciel, les informations dans le logiciel ne sont pas mises à jour. Donc vous aurez beau envoyer le compte-rendu et faire votre travail, si évidemment c'est pas le bon médecin traitant, il n'aura jamais l'information. Donc ça, c'est vraiment, mais vraiment la base. Et ce que je dis, c'est qu'effectivement, le diable se cache dans les détails. Quand nous, on a travaillé sur ces protocoles-là, alors on a travaillé sur des protocoles qu'on appelle entrée et sortie d'hospitalisation. Et donc, on est parti de l'outil de base qui est celui de la messagerie sécurisée. Parce que là, c'est pareil, j'ai commencé à travailler sur ce projet il y a 4 ans. À l'époque, le DMP n'était pas encore était pas encore trop bien utilisé. Là, il commence à l'être, mais en fait, on est en train de monter dans l'utilisation de cet outil, mais c'est pas encore complètement fait. En tout cas, la messagerie sécurisée, par contre, est rentrée dans les habitudes de travail des professionnels de santé. À l'époque, ça l'était pas, mais maintenant, ça l'est. Et donc, des avis d'entrée et de sortie d'hospitalisation qui permettent au médecin traitant de recevoir l'information comme quoi son patient est entré à l'hôpital et comme quoi il en sort. Vous savez que le compte-rendu arrive souvent avec du décalage. Donc là aussi, ça permet au médecin de savoir que son patient est sorti et de pouvoir anticiper ensuite la consultation dans les 15 jours suite à une hospitalisation d'un patient.
Je me suis perdue. Oui, alors il y a ça. Il y a donc déjà de repérer le voilà. Et vous, est-ce que vous avez un point quel est votre point d'entrée? Est-ce que vous avez identifié un référent à l'hôpital pour une quelconque problématique sur votre territoire? Alors, effectivement, quand on va dans les services, on demande à ce qu'il y ait une personne qui soit un peu plus référente, mais c'est pas tant ça le problème. Nous, ce qu'on a, c'est plutôt en interne, on a une IPA, on a une chargée de mission, parcours de soins coordonnés, et donc qui est infirmière de pratique avancée. Et qui est par ailleurs infirmière en pratique avancée. Donc en fait, tous les patients qui sont identifiés avec une problématique de parcours ou une problématique de médecin traitant, ces patients sont évalués par cette personne, cette infirmière en pratique avancée, et ensuite elle organise le parcours de ce patient et elle l'oriente. Donc on a cette mission, mais je suis pas sûre que toutes les CPTS aient ça. Bien, je vous remercie. Mais moi, en tout cas, dans tout ce que vous nous avez dit, ce dont je me rends compte, c'est que les problématiques des patients maladies rares ne diffèrent pas tant des problématiques des patients avec des maladies chroniques. Et c'est ce qu'on s'était dit la dernière fois, d'essayer de faire passer le message qu'il y a effectivement des maladies rares avec des suivis qui sont extrêmement lourds, mais parfois, en termes de coordination, on est sur des problématiques et des prises en charge en ville qui sont similaires à une pathologie chronique. Oui, enfin, pour moi, je reviens au médecin généraliste, on en parlait tout à l'heure, c'est le médecin généraliste, il est dans une prise en charge globale de la santé d'un patient. Donc lui, il ne va pas s'occuper que de la maladie rare du patient, il va s'occuper de l'ensemble de ses pathologies. Et quand il est question de sa maladie spécifique, mais de la même façon qu'il aurait affaire à une personne qui est en insuffisance cardiaque ou voilà, sur des pathologies, maintenant ils sont devenus, enfin les médecins généralistes sont devenus assez spécialistes également, hein, je veux dire le diabète, l'HTA, ça, bon, ils connaissent par cœur, c'est leur quotidien avec les patients qui deviennent de plus en plus âgés, polypathos, mais pour ces maladies chroniques là qui sont un peu plus, enfin voilà, ou qui demandent effectivement votre expertise et qui sont des maladies de spécialistes, à ce moment-là, il faut pouvoir informer le médecin généraliste, donc avec des protocoles qui sont simples, avec la possibilité pour ce médecin de pouvoir faire appel au service en question quand il se pose un problème. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faciliter la vie du médecin généraliste de votre côté, en lui offrant effectivement donc un annuaire, des protocoles simples d'orientation, et puis ce que vous disiez tout à l'heure, des comptes rendus qui soient accessibles qui puissent être mis en œuvre voilà, facilement par le médecin. Et voilà. Synthétique. Et synthétique. Ouais. Oui. Donc et du coup, là, je termine, juste la force de la CPTS, c'est celle-là, c'est que effectivement, comme elle est un réseau de professionnels, elle a cette capacité à pouvoir diffuser cette information, pouvoir organiser de la formation. Alors attention, hein, c'est pas, il s'agit pas de former les médecins généralistes aux maladies rares et qu'ils soient des spécialistes, parce qu'ils ne viendront pas, ils le feront pas. Mais en tout cas, les sensibiliser à cette question et à leur donner les outils, qui puissent prendre connaissance de ces outils qu'on pourrait travailler ensemble. Et on en a parlé, ça pourrait être une de nos prochaines missions ensemble et ça serait super. Merci beaucoup Isabelle. On va continuer avec les docteurs Frédéric Charasson et Sandrine Esqueré. Notamment, on pourra l'évoquer après si les CPTS ont des places au sein de l'équipe éducative. Mais d'abord,
Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le rôle d'un médecin de l'éducation nationale et quelles sont ses missions, comment il peut intervenir au moment de la transition ado-adulte, au moment du transfert? Déjà, on voulait vous remercier, donc moi je suis le docteur Esqueré, vous remercier pour l'invitation, parce que dans la grande famille que vous êtes quand même, nous on est vraiment le petit cousin, puisque je crois que c'est la première fois qu'on nous invite voilà, à échanger par rapport à des pathologies que l'on retrouve à l'école, parce que là on a parlé beaucoup de ville-hôpital, mais il y a effectivement l'école, et c'est une sacrée transition pour certains. Donc voilà, donc on s'inscrit tout à fait vraiment dans ce parcours. On n'y est jamais dans le parcours, mais on y est quand même. On voulait vous présenter très rapidement l'organisation de la santé scolaire, enfin déjà de l'école et de la santé scolaire au sein de l'école, mais vraiment de manière très schématique, parce que je ne sais pas, enfin vous connaissiez en partie les CPTS, je ne suis pas sûre que vous puissiez comprendre le système sans présentation un peu factuelle de comment ça se passe au niveau de l'éducation nationale. Oui, bonjour, donc moi je suis le docteur Charasson, donc également à la DSDEN des Yvelines. Donc on voulait très rapidement vous montrer une diapositive pour vous montrer comment c'est organisé, comment l'école est organisée. Vous parlez des professionnels qui sont au niveau de l'école, enfin au sein de l'école, des professionnels sociaux et médico-sociaux, et puis plus spécifiquement, effectivement, de notre place et du lien qu'on doit avoir avec vous aujourd'hui, qui est pas assez connu. Enfin, c'est difficile dans un sens comme dans l'autre. Donc l'organisation, le ministère de l'Éducation nationale, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, les repérer, avec à chaque fois, il y a des conseillers techniques à chaque niveau, au niveau du ministère, au niveau des académies, au niveau du département. Et on va retrouver les 4 professionnels, je parle pour la filière médico-sociale, médico-sociale, c'est-à-dire les conseillers techniques qui sont, alors le MEN, c'est le médecin de l'éducation nationale, un conseiller technique infirmier, un conseiller technique assistant social et depuis très peu, un conseiller technique psychologue. Donc le ministère, les académies, une trentaine d'académies en France, donc je ne sais pas d'où vous venez, mais forcément vous faites partie d'une académie. Les académies allant de 1 à 8 départements sur la France, France et Outre-mer. Et pour vous donner l'exemple de l'Académie de Versailles, c'est 4 départements, donc le 95, le 91, le 92 et le 78. Et puis, au niveau, donc, au sein de l'académie, dans un département, il y a aussi des conseillers techniques départementaux. Et c'est notre mission, nous, aujourd'hui, en tant que médecins, auprès du directeur académique, de lui apporter les conseils par rapport à des problématiques de santé, d'accompagnement des élèves, de faire le lien avec les équipes et de gérer, puisqu'on a cette partie-là aussi, les médecins qui sont sur le secteur. Là, je parle vraiment en tant que médecin conseiller technique, les médecins qui sont sur le secteur dans le département, parce qu'il y en a encore quelques-uns, il faut en profiter. Là aussi, on parlait de démographie médicale, c'est une vraie problématique partout, et c'est aussi une problématique au sein de l'éducation nationale, où aujourd'hui, on a la chance, nous, dans le 78, d'avoir 50% de nos postes pourvus, mais il y a beaucoup de départements où il n'y a plus de médecins scolaires. Et pour faire un petit tableau effectivement de notre département, ça représente environ 330 000 élèves pour le 78. 330 000 élèves pour une vingtaine de TP. Et on n'est pas à plaindre, je le redis. Je te laisse les professionnels. Alors les professionnels, effectivement, donc on va faire juste un petit rap sur ce qui est d'abord l'infirmière scolaire, le rôle de l'infirmière scolaire. Donc elle a un rôle de prévention, elle a un rôle dans les soins de proximité dans les établissements, dans tout ce qui est la gestion des situations d'urgence, notamment dans le secondaire, puisqu'elles sont exclusivement, elles sont présentes dans les établissements secondaires de façon beaucoup plus présente, puisqu'en fait, des infirmières, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont, où il y a des infirmières exclusivement second degré, donc dans les lycées, où elles sont, quand elles sont en collège, elles sont en ce qu'on appelle interdegré, donc elles ont un mi-temps, en gros, un mi-temps au collège, et l'autre mi-temps qu'elles répartissent sur les écoles du secteur de collège.
Elles accompagnent effectivement tous les élèves dans leur parcours avec des besoins particuliers. Et puis, donc elles travaillent très en lien avec toutes les équipes, les familles. Et puis, elles ont aussi tout un rôle très, très important dans tout ce qui est la promotion de la santé et les actions à mettre en œuvre au sein des établissements scolaires. Les psychologues de l'éducation nationale, donc il y en a de deux niveaux. Il y a les psychologues du premier degré qui sont appelés les psychologues. Alors EDA, c'est EDA, je sais plus, et qui sont plus dans tout ce qui est autour de l'apprentissage des enfants. Et puis du second degré, qui elles ont un rôle aussi autour de l'orientation des enfants. Et pour terminer, avant de parler de notre métier, les assistants du service social qui accompagnent les élèves, les familles et les équipes pédagogiques avec un grand rôle autour de la protection de l'enfance et des difficultés effectivement sociales des familles. On a rappelé juste les professions qui sont au sein de l'école parce que les infirmiers scolaires, souvent vous connaissez, vous êtes en rapport avec eux, plus qu'avec le médecin souvent, mais on trouve intéressant par rapport aux maladies rares, notamment le lien avec les psychologues et notamment les psychologues sur l'orientation, puisqu'on est sur la transition. C'est demain quel passage entre l'école. Là, ça va être difficile si on n'a plus le... Et effectivement, on travaille vraiment tous en lien, tous les acteurs, on travaille vraiment en partenariat au niveau interne. Voilà. Et donc, à côté de nos collègues, et sur le terrain et au niveau des directions, il y a des médecins, les médecins scolaires. Et vraiment, ce qu'il faudrait retenir aujourd'hui, c'est que le médecin scolaire, ça va être l'interface entre l'élève qui est au sein de l'école et tout ce qui est à l'extérieur, qu'on va appeler la ville aujourd'hui, la ville, l'hôpital, le soin. Et on essaie de faire en sorte que tout ce que vous avez préconisé, ou tout ce qui serait important pour l'élève, on vérifie qu'au niveau de l'école, ça soit adaptable. C'est vraiment ça notre rôle, en fait. Notre fonction, elle est là. C'est pas de remettre en cause quoi que ce soit, mais c'est de dire, vous pensez ça, et au sein de l'école, oui, on peut le faire, ou parfois, non, on peut pas le faire, et de vous informer sur ce que l'on a comme dispositif à notre main aussi, au sein de l'école, que vous ne connaissez peut-être pas. Et donc, on va vous les présenter rapidement et vous répondre à vos questions si vous en avez. Donc, avant de passer sur les missions que l'on a de manière individuelle, vous dire quand même qu'on a aussi cette mission collective sur la veille sanitaire. Donc, dès qu'il y a une pathologie, on est informé et on doit le gérer au sein des écoles. Et c'est important de connaître pour nous, justement, s'il y a des pathologies rares et quelles incidences ça pourrait avoir quand même sur ces enfants-là. Et on a aussi notre place dans la promotion de la santé, que l'on développe comme on peut, mais aussi en portant des projets avec les collègues, avec les équipes éducatives et parfois avec l'extérieur, parce qu'on travaille avec les CPTS. Donc ça, on pourra en reparler. Et donc, on a toute une mission individuelle aussi, vraiment à destination de chaque élève. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, dans la loi, nous avons 2 tranches d'âge de visite obligatoires. Alors, je reviens juste rapidement pour les infirmières. Elles ont le dépistage infirmier obligatoire à faire lors de la 12e année, donc grosso modo 6e. Pour notre part, effectivement, il y a 2 visites médicales obligatoires. Il y a le bilan de la 6e année, qui se décline de façon avec des protocoles départementaux, académiques ou départementaux. Et l'autre visite obligatoire, c'est une visite d'aptitude de dérogation pour travail dans le cadre des travaux réglementés. Donc ça, c'est tout ce qui concerne effectivement les lycées professionnels ou peut-être certaines voies technologiques. Donc c'est pour les enfants mineurs, donc moins de 18 ans et plus de 15 ans, pour qu'ils puissent. Donc ils ont des visites d'aptitude. On en reviendra effectivement tout à l'heure par rapport aux orientations, parce que là effectivement on a besoin du lien avec vous pour l'adéquation entre la pathologie et puis la formation qu'il va y avoir après.
Donc sinon, en dehors de ces 2 visites obligatoires, on voit les enfants à la demande des familles, à la demande des équipes pédagogiques, et pour des problématiques de troubles d'apprentissage, des problématiques de difficultés comportementales, enfin expression comportementale, beaucoup de problématiques effectivement autour de la santé mentale. Ça, c'est effectivement quelque chose de très prégnant depuis quelques années. Et donc les 2 points qui attirent notre attention, en tout cas aujourd'hui, c'est les orientations prioritaires, puisque nous avons une commission aussi qui, une fois par an, qui se réunit pour définir quels sont les élèves en fonction de leur pathologie qui relèvent d'une priorisation, alors géographique par rapport aux soins, par rapport à leurs difficultés, ou bien d'une contre-indication en regard effectivement du retentissement de leur pathologie. Et puis notre dernier champ d'action, c'est des demandes d'aménagement aux examens aussi. Donc c'est les conséquences effectivement des pathologies et des adaptations possibles à mettre en place. Alors, on a voulu vous faire un focus sur l'école inclusive au sens où elle accueille tous les enfants porteurs de pathologies, que ce soit du handicap ou d'une pathologie chronique qui ne sera pas reconnue MDPH, enfin au sens handicap de la MDPH. Et donc, pour chaque enfant qui a une spécificité, une problématique santé, on va associer un plan ou un projet que vous connaissez. Le PAI, je pense que vous connaissez par cœur. Le PAP, c'est plutôt sur les troubles des apprentissages. Aujourd'hui, les troubles du neurodéveloppement, donc ça englobe pas mal de choses. Et un enfant qui a une pathologie chronique peut aussi avoir une pathologie, enfin un trouble du neurodéveloppement. Donc parfois, il y en a plusieurs. Et dans le cadre, quand il y a une reconnaissance handicap, à ce moment-là, on parle d'un PPS où tout est globalisé, tout est recentré. Juste par rapport au PAI, aujourd'hui, les textes veulent que le PAI, donc, qui permet à l'école de savoir ce qu'il faut faire quand il y a une problématique urgente ou d'accompagnement de l'élève, ce PAI doit être dans le texte signé par un médecin scolaire. Il y a des départements qui sont en grande difficulté pour cela. Donc, c'est vrai qu'on tend vers plutôt le médecin traitant, voire le médecin référent de la pathologie, ce qui paraît quand même, pas incohérent en tout cas. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre dans ces cas-là, quand il n'y a plus le médecin scolaire qui signe, c'est que l'école, ce qu'elle va avoir besoin, bien sûr, c'est le protocole d'urgence, mais c'est surtout des retentissements que la maladie va avoir sur les apprentissages. Et en haut du PAI, si vous connaissez le formulaire, il y a retentissement, et c'est très rarement rempli. Mais c'est ça que l'école elle a besoin. C'est pas du tout la pathologie. C'est vraiment de dire, cet enfant-là, du fait de sa pathologie, quelle qu'elle soit, il va être fatigable, il va devoir faire des pauses toutes les 5 minutes. C'est vraiment ça que l'école attend. Et nous, en tant que médecins scolaires, tant qu'on est là, c'est ça. Enfin, quand ça ne s'est pas indiqué, c'est ce qu'on essaie de porter auprès de l'école, auprès des équipes éducatives, de dire, nous, on a fait le point avec le médecin référent, voilà ce que ça va, les conséquences de sa maladie, et voilà qu'est-ce qu'on fait ensemble avec l'équipe éducative pour essayer d'apporter des aménagements, des adaptations, pour que cet enfant-là, il puisse rentrer dans les apprentissages malgré sa pathologie. Donc voilà les types, mais on répondra à vos questions si vous en avez par rapport à ça. Je te laisse les dispositifs spécifiques. Les 2 autres dispositifs effectivement spécifiques, c'est l'APAD, que vous connaissez peut-être, donc l'aide pédagogique à domicile, à l'hôpital ou à l'école, qui est un dispositif qu'on peut mettre en place pour des pathologies, enfin des enfants qui sont empêchés pour raison de santé, avec une absence qui est d'au minimum 15 jours consécutifs ou bien plus de 3 semaines en discontinu pour des pathologies chroniques. Donc c'est un enseignant qui peut se déplacer ou à domicile ou dans un lieu tiers, de l'enseignement à l'hôpital et de l'enseignement, alors on a mis un petit peu en dessous, mais c'est dans la même demande, le robot de téléprésence. Donc dans ce cadre-là, on peut demander aussi un robot de téléprésence et l'enfant peut suivre à distance du coup tout ou partie des cours.
Je voulais juste vous donner un exemple pour que ce soit peut-être un petit peu plus concret. Dans la drépanocytose, dans les drépanocytoses qui entraînent vraiment des absences très fréquentes, on est amené, nous, à valider des demandes de robots parce que l'enfant, comme ça, même s'il est absent, il peut quand même suivre pendant... il reste chez lui, mais quand il fait très froid, enfin, on voit des adaptations, hein, il peut suivre les cours grâce à ce robot de téléprésence. Le dernier dispositif, c'est l'instruction en famille. Donc ça, c'est pour les moins de 16 ans, puisque la scolarité est obligatoire de 3 ans à 16 ans. Et donc, pour raison de santé, enfin, nous, on s'occupe effectivement de ceux qui sont demandés pour raison de santé. Donc, on suit ces élèves-là, en fait. Et on est amené à donner notre avis sur le fait qu'on puisse mettre en place une instruction en famille pour ces enfants. Pour les moins de 16 ans, avec l'accompagnement du CNED, dont vous avez sûrement entendu parler, quand ça paraît mieux pour l'enfant plutôt que d'être au niveau de l'école. Et j'en profite à ce niveau-là justement pour faire un petit aparté. On parlait tout à l'heure du courrier de liaison, effectivement, hôpital, médecin généraliste, enfin ville, hôpital-ville. Nous, on est un petit peu dans la même problématique. Et effectivement, j'ai accompagné la soutenance d'une thèse également dans le cadre du refus scolaire anxieux, mais enfin ça peut s'étendre à d'autres champs. Parce qu'on est souvent destinataire effectivement de certificats de médecins spécialistes ou généralistes d'ailleurs, qui certifient que la pathologie nécessite de mettre en place tel ou tel dispositif, mais on ne sait rien sur la pathologie. Et nous, ce dont on a besoin, c'est effectivement d'avoir le nom de la pathologie évidemment, mais surtout le retentissement de cette pathologie pour pouvoir nous proposer une adaptation de scolarité adéquate, en fait. Donc c'est vrai que c'est ce dont parlait Madame tout à l'heure, effectivement, d'avoir quelque chose de succinct. On n'a pas besoin d'avoir un compte-rendu de 4 pages, mais quelque chose de succinct qui répond à des questions très, très précises. Et donc, effectivement, l'interne en question avait fait une thèse en proposant un courrier type, en fait, que le médecin pouvait compléter. Et un autre point qui est important pour vous, je pense, en tant que spécialiste par rapport aux pathologies, c'est de savoir ce qui n'est pas possible au sein de l'école. Et on peut, par exemple, vous pouvez être amené à dire que cet élève-là, il peut pas suivre tel et tel cours. Ça, c'est pas possible. Le seul qui peut dispenser du suivi des cours, c'est l'équipe pédagogique. C'est plutôt la seule. L'équipe pédagogique peut décider que cet enfant-là va suivre telle matière et tout. Mais même nous, médecins scolaires, on a des situations, par exemple, où on nous demande de faire des aménagements de l'emploi du temps, et ça peut tomber sur une pathologie, sur un enfant suivi pour une pathologie rare. Nous ne sommes pas habilités à dire cet enfant-là, il ira qu'en maths. Ça, c'est pas possible. C'est vraiment du domaine du pédagogique. Par contre, nous, on peut dire que le retentissement de sa maladie fait qu'il ne peut pas venir en cours avant 10 heures, ou en matinée, peu importe. Et à ce moment-là, à l'équipe de pédagogique de s'adapter, de proposer des emplois du temps. C'est la même chose, et j'attire votre attention là, parce que ça, c'est important. On ne peut pas dispenser un enfant d'une matière. Ça, vraiment, c'est pour son avenir aussi. Il n'y a que le recteur, alors là, on est encore plus haut, qui peut dire à un moment donné, cet enfant-là doit être dispensé d'une matière. Voilà. Ce sont des petits points, mais ça peut peut-être parfois être important. Avant de continuer, et parce que le temps tourne et on veut faire des échanges avec la salle, je voulais savoir comment nous, l'hôpital, on peut réussir à vous contacter. Alors, on vous l'a mis en jaune. C'est très petit, mais c'est le. Alors, on a essayé parce qu'on s'est dit, mais mince, comment fait-on pour le faire de manière sur la France entière, parce que c'était ça. Donc, il n'y a pas de répertoire aujourd'hui des médecins scolaires. Ça change un peu trop souvent. Par contre, ce qu'on peut vous dire, suivant le secteur où vous habitez, l'endroit où vous habitez, c'est que il faut chercher sur Internet DSDEN avec le numéro de votre département. Donc, direction, je ne sais même plus ce que ça veut dire, direction des services départementaux de l'éducation nationale. Voilà, si vous tapez ça, forcément, vous allez tomber sur le service médical ou carrément, parfois, le nom du médecin avec son adresse et tout ça. Mais là, vous allez avoir un point d'entrée qui est valable partout.
Et même si le médecin change, le service d'habitude il change pas et quelqu'un va vous renseigner. Voilà. C'est pas. J'aurais préféré vous dire, ben voilà, voilà la liste des médecins, au moins conseillers techniques départementaux, mais c'est pas possible. Voilà. Et juste, je fais un point là par rapport à la CPTS. Donc on travaille nous de plus en plus avec les CPTS parce que sur notre département, en tout cas, c'est une grande aide. Ils viennent faire de la formation aux équipes pédagogiques, par exemple sur comment on prend en charge un enfant qui a des problématiques orthophoniques, hein, là, de langage, pour faire du dépistage le plus précocement possible et remédier en attendant qu'il soit pris en charge, parce qu'on manque aussi d'orthophonistes sur le département. Donc voilà. On a juste une dernière petite slide, je crois, justement pour faire le lien avec la transition avec après l'école. Effectivement, il y a aussi des dispositifs en université ou en école supérieure de services de santé des étudiants qui mettent en place des aménagements. Et sur la partie vraiment transition, donc nous on est sur Parcoursup, et effectivement dans Parcoursup il y a la possibilité, les familles et l'étudiant ont la possibilité de compléter une fiche de liaison qui est confidentielle et que seul l'étudiant peut activer la transmission de cette fiche avec donc des données. Alors c'est pas des données médicales, hein, c'est pas des comptes rendus médicaux, mais c'est simplement des informations sur ces difficultés de santé, le retentissement et des dispositifs qui ont été mis en place pendant la scolarité. Et cette fiche confidentielle, il peut autoriser la transmission aux référents handicap dans les universités, et elle peut également servir au réexamen de ces droits pour obtenir un établissement secondaire qui soit le plus adapté possible en raison de sa pathologie. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je laisse Isabelle, et puis on va entamer les questions avec la salle pour pouvoir... Oui. J'avais juste un point à préciser, parce qu'effectivement, je n'ai pas parlé de transition. Je pense que, ou très peu, je pense que la transition se passera d'autant mieux si les patients ont déjà un médecin traitant très tôt. Et de la même façon, je pensais à vous. Vous dites qu'à l'âge de 12 ans, mais ça, je ne savais pas, vous avez un dépistage qui est fait systématiquement. Est-ce que là, à ce moment-là, vous demandez si l'élève a un médecin traitant ? Les infirmières doivent le demander. Nous, on n'a pas. C'est vraiment un dépistage infirmier. Voilà, donc là, c'est. On le demande. Mais nous, de toute façon, à chaque consultation, effectivement, on demande toujours le nom du professionnel de santé, que ce soit effectivement le médecin traitant quand il y en a un, ou bien le médecin qui suit l'enfant, quoi, en fait. Ça, oui. Ouais. En tout cas, pour ces patients qui ont des pathologies particulières, plutôt on l'oriente vers un médecin traitant. Je pense mieux c'est, et je pense que ça facilitera aussi la transition. Merci beaucoup. Alors, on va continuer avec les échanges dans la salle. Merci beaucoup à chacun pour vos présentations. Pluie de questions. Bonjour, Marie-Pierre Archambault. Je suis médecin adolescent, jeunes adultes, et j'appartiens au bureau de la CPTS de Paris 14e arrondissement. Et je voulais interagir avec ce qui s'est dit sur le rôle des CPTS et témoigner un petit peu de ma présence au sein d'une CPTS que vous avez présentée un peu à juste titre comme étant surtout composée de médecins généralistes, mais pas seulement. L'objectif des CPTS, c'est leurs conditions d'existence. Elles n'ont pas le droit d'exister si elles ne sont pas pluriprofessionnelles et multidisciplinaires. Et dans les actions que vous avez énoncées, il y a aussi des actions. L'idée, c'est que les CPTS peuvent aussi innover en fonction de l'analyse des besoins de leur territoire pour porter des projets d'innovation expérimentaux qui améliorent la santé des patients et qui passeront éventuellement dans le droit commun une fois qu'elles ont été expérimentées, tamponnées par l'ARS, financées un certain temps par la CTM et qu'elles ont fait la preuve de leur efficacité, elles peuvent passer dans le droit commun. Et ça, c'est intéressant parce que je pense aux maladies rares, aux espaces de transition pour les adolescents.
l'autre remarque que je voulais faire, c'est que, arrivant comme médecin qui a fait de la médecine d'adolescent toute sa vie dans une CPTS, j'ai été extrêmement déconcertée par la façon dont travaillaient mes collègues généralistes. Et que je mesure toute la distance entre un médecin qui s'est occupé de la transition toute sa vie et la possibilité pour un médecin généraliste de trouver le temps, la disponibilité d'accueillir un adolescent avec toute la complexité de l'approche globale d'un adolescent malade chronique qui a des besoins spécifiques et qui a essentiellement dans la consultation besoin de temps. Or, le temps est compté au médecin généraliste. C'est pour ça que je voudrais insister sur le côté pluriprofessionnel des CPTS et que les CPTS peuvent aider, parce qu'elles ont une action prioritaire de coordination, à constituer autour d'un patient un parcours de soins pluriprofessionnel où en fait c'est les non-médecins qui ont la priorité et qui vont faire ces liens et être les témoins alertants que cet adolescent va pas très bien, qu'il faut qu'il revoie son spécialiste ou peut même organiser des réunions pluripro avec les acteurs hospitaliers qui font partie des CPTS. Il y a 3 collèges dans une CPTS. Il y a un collège des médecins du libéral, il y a du médecin du territoire, il y a un collège pour les institutions et il y a un collège pour les patients. Donc, sont représentés au sein du conseil d'administration ces 3 choses. Et nous, sur le 14e, on a Cochin, la salle Saint-Joseph et l'IMM, pour donner un exemple de la région parisienne, comme hôpitaux, et on travaille en lien direct avec eux. Et on a vu maintenant qu'on a 5 ans d'existence et qu'on a fait beaucoup de communication sur les possibilités de développement qu'on avait, en fait, des chefs de service de Saint-Jean débarquaient chez nous pour demander si on pouvait organiser une réunion pour répondre à un problème et innover des actions. Et ça peut être pareil pour les maladies rares, ça peut être la même chose pour n'importe quelle demande hospitalière. Venez discuter dans une CPTS, voilà. On expose le problème, on voit si on peut, si on peut pas, ou si on peut innover. On a maintenant un interne de santé publique qui expertise tous les travaux avant-après, et on a un poste d'interne de santé publique. Donc on a des possibilités d'innover et d'aider les structures existantes sur le territoire pour porter des projets qui répondent aux attentes des familles, de l'hôpital. Voilà. Je m'arrête parce que... De la santé scolaire. Et à moi de vous poser la question, pardon, c'est Isabelle, mais comment on vous saisit? On vient vous voir et on vous propose, enfin on vient vous voir, on structure un projet, une demande et on vient vous voir pour vous la soumettre? Alors, il suffit de téléphoner, on a une passerelle qui répond de 8h à 20h. Quand on est un professionnel de santé, si vous voulez, les CPTS, elles sont faites vraiment pour les professionnels. D'ailleurs, dans les actions prioritaires qu'on a à mener aussi, c'est la santé des professionnels, parce qu'ils sont assez délaissés. Et donc, on a bien sûr, comme vous l'avez cité, une action médecin traitant, une action, etc. Par exemple, en urgence avec l'hôpital de Saint-Joseph. Je donne un exemple parce que ça permet de comprendre comment ça fonctionne. Les urgences de l'hôpital Saint-Joseph ont notre numéro. Ils nous appellent en disant on peut éviter l'hospitalisation d'un patient, mais il n'a pas de médecin traitant. Sinon, on est obligé de le garder par 48 heures. On parle d'économie en santé. Nous, on est en possession de l'ensemble des médecins de l'adresse des médecins traitants du territoire. On appelle le médecin, on a fait une action médecin traitant qui permet qu'on les appelle. Ils ont chacun 1 ou 2 créneaux qui sont réservés pour la CPTS et on va pouvoir permettre à ce patient qui n'a pas de médecin traitant d'être vu dans les 48 heures, d'éviter une hospitalisation et de faire gagner 2 journées de coût d'hospitalisation par rapport à une consultation dans les 48 heures. Puis après, on dit gentiment au médecin traitant, bah, puisque vous l'avez pris une fois, il habite à côté de chez vous, vous pouvez peut-être le prendre dans votre file active. Merci beaucoup pour cette intervention. Juste, je voulais vous rejoindre sur le rôle des médecins généralistes. On est complètement d'accord que la médecine générale n'est plus celle qu'elle était avant,
que le système qui est actuel, pour nous, enfin pour moi, je considère qu'il est obsolète, son mode de financement également, et que là, pour le moment, la seule, enfin, ce que je vois comme solution à tout ça, c'est évidemment les maisons de santé pluriprofessionnelles. Elles sont de plus en plus, il y en a de plus en plus. C'est pas facile, mais on accompagne. Je fais également partie de la Fédération des maisons de santé d'Île-de-France. On accompagne la création de ces nouvelles maisons, de ces maisons de santé. On sait que les jeunes médecins, je ne sais pas le jeune médecin qui était là, où est-ce qu'il va s'installer, mais en tout cas, à 90%, ils veulent s'installer dans des maisons de santé pluriprofessionnelles. Il y a des temps de coordination. Les médecins peuvent s'appuyer sur des équipes, sur des infirmières en pratique avancée pour voilà. Et donc, et ça concerne pas que les maladies rares, hein, les consultations longues. Ils en ont de plus en plus des consultations longues parce que les maladies, l'état de santé de notre population, c'est vrai avec le vieillissement, les maladies, les polypathologies, etc., c'est monnaie courante et on est dans une vraie difficulté. En tout cas pour les médecins, je pense qu'il y en a ici, ils peuvent témoigner de ça, de cette contradiction entre la façon dont leur exercice est organisé actuellement et la santé telle qu'elle est, la santé des patients telle qu'elle est aujourd'hui. Oui, je voudrais ajouter que quand ils viennent à la CPTS, les médecins trouvent une organisation pluriprofessionnelle comme dans les maisons de santé, et d'ailleurs les maisons de santé sont partie prenante des CPTS, et ils y trouvent aussi une capacité de lien avec les collègues qui font que on n'est plus tout seul dans son cabinet comme infirmier, comme médecin, comme kiné, comme orthophoniste, et ça leur permet d'organiser des projets qui leur donnent une santé mentale, qui leur permet de trouver une autre organisation des soins. Et je pense que ça, c'est le futur, les MSP, mais aussi une organisation des soins pluriprofessionnels avec des filières. Alors, la place des adolescents, des jeunes adultes n'est pas évidente pour l'instant dans le CPTS, à mon avis, parce que nos médecins généralistes sont embolisés par les personnes âgées et qu'en fait, ils voient très peu d'adolescents, ils les voient enfants. Moi, ils m'ont expliqué. Après, ils disparaissent des radars et ils les voient de temps en temps parce qu'ils ont un peu de fièvre et encore. Et du coup, il y a aussi un besoin de formation et de sensibilisation. Ils s'emparent pas de ce que la CPM propose pour les jeunes, c'est-à-dire au moins une visite pendant la puberté pour faire un état des lieux et pour repérer les enjeux de santé des jeunes, j'ai envie de dire, au-delà des maladies rares. Et là, il y a des vraies questions de formation. Bien sûr. Oui, excusez-moi, moi je voudrais revenir à l'intervention scolaire, la dernière intervention. Je ne fais que conforter ce que vous dites concernant le retentissement des maladies au quotidien et d'autant plus à l'école, parce que le réseau est en lien, les infirmières du réseau sont en lien tous les jours avec les infirmières scolaires, médecins scolaires. On aide dans la mise en place des PAI. Excusez-moi, dans l'aménagement aussi aux examens avec vous. Et aujourd'hui, l'équipe forme le département 95. Donc voilà, toutes les infirmières scolaires et médecins scolaires sur maladies rhumatismales inflammatoires avec le réseau de cancéropédiatrie. Et c'est vrai qu'au travers de ces formations que l'on fait, on fait en sorte d'expliquer effectivement le retentissement au quotidien pour quand on vous appelle pour la mise en place du PAI. Excusez-moi, je suis un peu émue à chaque fois que je parle de ça. Et ainsi que l'aménagement aux examens, ça se fait dans la fluidité parce que vous avez pu comprendre pourquoi on demandait telle action autour de la pathologie. Et c'est par le retentissement que c'est plus facile pour vous de comprendre tout ce qu'il faut mettre en place. Donc oui, c'est important et il faut que chacun le fasse. Mais merci beaucoup. On va prendre une toute dernière question et après on ira se rafraîchir 5 minutes pour respecter le timing. Merci beaucoup.
Je vais essayer de faire court. Alors moi, je me présente, je suis Djamila Kalin et j'ai 2 casquettes aujourd'hui. Je suis donc photographe artiste, c'est l'exposition qui est à l'extérieur, mais je suis aussi maman d'un jeune garçon qui s'appelle Riwan et qui est atteint d'une maladie rare, qui a 14 pathologies chroniques rares, dont un handicap rare également. Donc je voulais vraiment quand même vous souligner 2 choses. Et la première, c'est quand je vais rechercher un médecin traitant pour mon fils, j'en ai fait 17. Ils ont tous refusé. Le 18e, j'ai un peu menti en disant que j'habitais à côté, que je connaissais machin, etc. Bref, elle a fini par le prendre. Je ne lui ai pas dit qu'il était atteint d'une maladie rare. Parce que les 17 autres, je leur ai dit qu'il avait une maladie rare. Je voulais juste souligner. Effectivement, vous dites que c'est des parcours complexes, des situations complexes. Mais je suis désolée, nous, parents d'enfants atteints de maladies rares, nous sommes encore à la marge de la marge. Parce que ça fait peur. Et donc, on a encore plus de difficultés sur le terrain de trouver des médecins traitants. Alors, je connais très bien vos dispositifs. Je suis dans l'Essonne et je termine. Ils n'ont rien pu faire pour nous. C'est-à-dire que partout où on va, les plateformes de transition, donc là, il est en transition, il a 24 ans, encore en transition, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose pour nous, si ce n'est des personnes qui ont envie de bien faire et qui essaient de trouver des solutions pour nous. C'était cette chose importante que je voulais dire. La dernière, peut-être, ce qui est important de savoir aussi, c'est vraiment de s'appuyer aussi peut-être sur les associations, sur les parents, c'est-à-dire c'est des facilitateurs entre chaque professionnel. Voilà, j'arrête là-dessus. Merci Djamila. Alors il y a le PNMR 4, donc on va être plein d'espoir, et l'axe 1 notamment. On va continuer les échanges, c'est ça, dehors ? Oui, on va continuer les échanges dehors et on va faire une petite pause de 5 minutes